Imagine un instant que tu te retrouves seul dans le silence d'une soirée ordinaire, pas de notification, pas de bruit autour, juste toi. Et dans ce silence, une question monte doucement, presque timidement. Est-ce que je mérite vraiment d'être aimé? Est-ce que les gens qui sont dans ma vie m'aiment vraiment? Ou est-ce qu'ils aiment une version de moi que j'ai construite pour eux? Je te posais cette question non pas pour te troubler, mais parce que je crois qu'elle est au cœur de quelque chose d'essentiel. Quelque chose que beaucoup d'entre nous portent en silence sans vraiment savoir comment l'exprimer. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on explore cela ensemble, avec douceur, avec honnêteté et avec toute la bienveillance que ce sujet mérite. Mon nom est Christophe André. Je suis psychiatre, psychothérapeute et depuis de nombreuses années, j'accompagne des hommes et des femmes dans leur chemin intérieur. J'ai écrit des livres, donné des conférences, animé des retraites de méditation. Mais ce qui me touche le plus, ce ne sont pas les concepts ni les théories, ce sont les histoires humaines. Ce sont ces moments où quelqu'un, assis en face de moi, réalise quelque chose qu'il savait déjà mais qu'il n'avait jamais osé regarder en face. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est ceci. Personne ne t'aimera vraiment tant que tu n'auras pas compris quelque chose de fondamental sur toi-même. Cette phrase peut sembler dure au premier abord. Elle peut même faire un peu peur, mais je te promets que si tu restes avec moi pendant cette heure, tu vas comprendre qu'elle n'est pas une condamnation, c'est une invitation. Une invitation à te connaître plus profondément, à t'accepter plus pleinement et à laisser entrer l'amour des autres d'une manière que tu n'as peut-être jamais vraiment permis jusqu'ici. Parce que voilà ce que j'observe depuis des décennies dans mon cabinet, dans les groupes de thérapie, dans les retraites de pleine conscience. La plupart des difficultés relationnelles que les gens vivent ne viennent pas d'un manque d'amour autour d'eux. Elles viennent d'un manque de réception intérieure. Elles viennent du fait que quelque chose en eux ne sait pas comment accueillir cet amour, ne sait pas comment y croire, ne sait pas comment le laisser entrer vraiment. Et ce quelque chose, nous allons l'explorer ensemble aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, prends une grande respiration si tu en as envie et laisse-toi accompagner dans ce voyage intérieur. Commençons par le début, par quelque chose que j'appelle le paradoxe de l'amour reçu. Nous vivons dans une époque où l'on parle beaucoup d'amour. On parle d'amour romantique, d'amour familial, d'amour de soi. On lit des livres sur le sucré, on écoute des podcasts, on suit des comptes sur les réseaux sociaux qui nous rappellent chaque jour que nous méritons d'être aimés. Et pourtant, malgré tout cela, beaucoup de personnes se sentent profondément seules, profondément non aimées, ou pire encore, aimées mais incapables de le ressentir. J'ai rencontré un homme il y a quelques années, je l'appellerai Thomas. Thomas avait une femme qu'il aimait sincèrement, des enfants qu'il adorait, des amis fidèles. Objectivement, sa vie affective était riche. Mais Thomas venait me voir chaque semaine avec ce même sentiment diffus, impossible à nommer clairement. Je me sens seul, je ne me sens pas vraiment eu, je ne me sens pas vraiment aimé. Au début, Thomas pensait que le problème venait des autres, que sa femme ne le comprenait pas assez, que ses amis n'étaient pas vraiment présents, que les gens autour de lui ne faisaient pas assez d'efforts. Et c'est une réaction très humaine, très normale. Quand on souffre, on cherche naturellement la source de cette souffrance à l'extérieur de soi. Mais au fil des séances, quelque chose d'autre a commencé à apparaître. Thomas avait une façon très particulière de recevoir les marques d'affection. Quand sa femme lui disait « je t'aime », il répondait par une plaisanterie. Quand ses amis lui exprimaient leur admiration, il minimisait. Quand quelqu'un lui offrait de l'aide, il refusait, pas par mauvaise volonté, pas par arrogance, mais parce que quelque chose en lui ne savait pas comment recevoir. Et un jour, pendant une séance, je lui ai posé une question simple. Thomas, est-ce que tu te sens digne d'être aimé? Il y a eu un long silence, puis il m'a dit avec une honnêteté qui m'a touché, je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, c'est là que tout a commencé à changer pour lui. Parce que voilà ce que j'ai appris au fil des années, la capacité à recevoir de l'amour est directement liée à la façon dont on se perçoit soi-même. Si au fond de toi, tu ne te crois pas digne d'amour, si tu penses que les gens qui t'aiment font une erreur, ou qu'ils ne te connaissent pas vraiment, alors tu vas inconsciemment saboter cet amour. Tu vas le repousser, le minimiser, le tester jusqu'à l'épuisement ou t'en rendre indigne pour confirmer ce que tu croyais déjà. Ce mécanisme, les psychologues l'appellent parfois la prophétie autoréalisatrice. Mais moi, j'aime l'appeler autrement, j'aime l'appeler le miroir intérieur. Ce que tu crois de toi-même finit toujours par se refléter dans tes relations. Prenons un moment pour réfléchir à cela. Pense à une relation dans ta vie, une relation importante, que ce soit amoureuse, amicale, familiale.
Est-ce que tu te souviens d'un moment où quelqu'un t'a exprimé de l'affection, de l'admiration, de l'amour et où tu n'as pas pu vraiment le recevoir? Ou quelque chose en toi dit non, ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas mérité, ou ça ne va pas durer? Si tu te reconnais dans cette description, ne t'inquiète pas, tu n'es pas seul. Et surtout, ce n'est pas une fatalité. Ce que je veux explorer maintenant, c'est la racine de tout cela. Pourquoi certaines personnes ont-elles du mal à se sentir dignes d'amour? D'où vient ce sentiment? La plupart du temps, se trouve dans l'enfance, pas nécessairement dans des traumatismes dramatiques, pas forcément dans des histoires de violence ou d'abandon, souvent dans des choses bien plus subtiles. Des messages implicites reçus très tôt, des atmosphères familiales, des façons d'être regardé ou de ne pas être regardé. Laisse-moi te donner un exemple. Une petite fille grandit dans une famille où les parents sont présents mais très occupés. Ils l'aiment, c'est indéniable. Mais ils sont stressés, débordés et ils n'ont pas toujours la disponibilité émotionnelle qu'elle aurait besoin. Quand elle pleure, on lui dit de se calmer. Quand elle exprime de la peur, on lui dit qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Quand elle est joyeuse et exubérante, on lui dit de se tenir tranquille. Progressivement, cette petite fille apprend quelque chose. Elle apprend que ses émotions sont de fardeau pour les autres. Elle apprend que pour être aimée, il vaut mieux ne pas trop prendre de place. Il vaut mieux être sage, discrète, performante. Et elle développe ce que les psychologues appellent un faux self, une version d'elle-même construite pour être acceptable aux yeux des autres. Des années plus tard, cette petite fille est devenue adulte. Elle est efficace, aimable, toujours là pour les autres. Tout le monde l'apprécie. Mais au fond d'elle, il y a ce sentiment persistant. Si les gens me connaissaient vraiment, s'ils voyaient qui je suis vraiment, ils ne m'aimeraient plus. Est-ce que tu reconnais quelque chose de cela? Est-ce que tu as parfois l'impression de porter un masque, de montrer aux autres une version de toi-même soigneusement choisie, tout en gardant le reste bien caché? Si c'est le cas, je veux que tu saches quelque chose d'important. Ce masque, tu l'as mis pour te protéger. Ce n'était pas une faiblesse. C'était une adaptation intelligente à un environnement qui ne savait pas toujours comment accueillir ta pleine humanité. Mais ce masque, avec le temps, est devenu une prison. Parce qu'il empêche les autres de te voir vraiment, et quand ils t'aiment, ils aiment le masque, pas toi, et quelque chose en toi le sait, et c'est pour ça que tu ne peux pas vraiment recevoir cet amour. Voilà l'un des premiers grands enseignements que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Pour être vraiment aimé, il faut d'abord être vraiment vu. Et pour être vraiment vu, il faut d'abord oser se montrer. Mais avant de continuer sur ce chemin, je veux m'arrêter un instant sur quelque chose que j'entends souvent. Quelque chose qui ressemble à une objection raisonnable. On me dit parfois, Christophe, mais si je me montre vraiment, si je montre mes faiblesses, mes doutes, mes peurs, les gens vont me rejeter. Les gens n'aiment pas la vulnérabilité. Les gens veulent quelqu'un de fort, de stable, de fiable, et je comprends cette crainte. Elle est profondément humaine, mais permettez-moi de la questionner doucement. Pense à la personne dans ta vie que tu aimes le plus. Pas la personne que tu admires le plus, pas la personne la plus impressionnante que tu connaisses, la personne que tu aimes le plus, celle dont la présence te réchauffe le cœur. Est-ce que tu l'aimes parce qu'elle est parfaite? Est-ce que tu l'aimes parce qu'elle n'a jamais de doute, jamais de peur, jamais de moment de fragilité? Ou est-ce que tu l'aimes justement parce que tu la connais vraiment, parce qu'elle t'a montré ses côtés imparfaits, ses moments de doute, ces petites failles qui la rendent si profondément humaine? La plupart du temps, quand je pose cette question, les gens sourient parce qu'ils réalisent que ce qu'ils aiment chez les autres, c'est précisément leur humanité. Pas leur perfection, leur humanité. Et pourtant, nous avons du mal à appliquer cela à nous-mêmes. Nous croyons que nous devons être parfaits pour être aimés. Alors que les personnes que nous aimons le plus sont celles qui ont osé être imparfaites devant nous. Il y a une chercheuse américaine que j'admire beaucoup, Brené Brown, qui a passé des années à étudier la vulnérabilité et la connexion humaine. Et elle a découvert quelque chose de remarquable. Les personnes qui vivent les relations les plus profondes et les plus satisfaisantes ne sont pas celles qui se protègent le mieux. Ce sont celles qui osent le plus se montrer telles qu'elles sont, qui ont ce qu'elle appelle le courage de la vulnérabilité. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage extraordinaire. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide énormément à continuer ce travail et ça permet à d'autres personnes de trouver ces ressources. Continuons maintenant avec quelque chose que j'appelle la confusion entre l'amour conditionnel et l'amour véritable. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec une forme d'amour conditionnel. Pas parce que nos parents étaient mauvais ou malveillants, mais parce qu'ils étaient eux-mêmes humains avec leurs propres blessures, leurs propres limites. Et l'amour conditionnel, c'est cet amour qui dit implicitement « je t'aime quand tu es sage, je t'aime quand tu réussis, je t'aime quand tu ne me posais pas de problème. Je t'aime quand tu corresponds à ce que j'attends de toi. » Ce type d'amour, reçu pendant l'enfance, laisse une empreinte très profonde. Il nous apprend que l'amour est quelque chose qui se mérite.
quelque chose qui peut être retiré si on ne se comporte pas correctement. Et cette croyance, une fois installée, colore toutes nos relations futures. Elle nous pousse à être constamment en train de performer, en train de prouver, en train de mériter. Nous ne pouvons jamais vraiment nous reposer dans une relation parce qu'au fond de nous, nous croyons que si nous arrêtons de faire des efforts, si nous arrêtons d'être à la hauteur, l'amour disparaîtra. J'ai travaillé avec une femme que j'appellerais Claire. Claire était extraordinairement généreuse, elle faisait tout pour les autres. Elle était toujours disponible, toujours prête à aider, toujours la première à se sacrifier. Et pourtant, elle se sentait épuisée, vide et paradoxalement non aimée. Quand nous avons commencé à explorer cela ensemble, nous avons découvert quelque chose d'intéressant. Claire ne donnait pas par pur altruisme, elle donnait par peur. Peur que si elle cessait de donner, les gens partent. Peur que son amour ne soit pas suffisant en lui-même, qu'elle doive l'acheter avec des services, avec de la disponibilité, avec du sacrifice. Et cette peur venait directement de son enfance, d'une mère qui lui avait appris sans le vouloir que l'amour se gagne, que l'on est aimé pour ce que l'on fait, pas pour ce que l'on est. La grande révélation pour Claire a été de comprendre ceci. Les gens qui l'entouraient l'aimaient vraiment, mais elle était tellement occupée à gagner cet amour qu'elle ne pouvait pas le recevoir. Elle ne pouvait pas se permettre de simplement d'être aimée pour qui elle était sans rien faire. Et quand elle a commencé à s'autoriser cela, quand elle a commencé à recevoir sans immédiatement rendre, quelque chose de magnifique s'est produit. Ses relations sont devenues plus profondes, plus authentiques. Plus nourrissante parce que les gens pouvaient enfin lui donner vraiment au lieu de simplement recevoir ce qu'elle leur offrait. Voilà une vérité que je veux te partager. Si tu donnes constamment sans jamais recevoir, ce n'est pas de la générosité. C'est de la peur déguisée en générosité et cette peur empêche les vraies connexions. Recevoir est un acte d'amour. Recevoir, c'est dire à l'autre « je te fais confiance, je te permets de me donner, je reconnais ta capacité à m'aimer ». C'est un cadeau que tu offres à ceux qui t'aiment. Maintenant, j'aimerais parler de quelque chose de plus difficile, quelque chose que l'on évite souvent parce que cela touche à des zones sensibles. Je veux parler de la relation que tu as avec toi-même. Il y a une phrase que j'entends souvent dans les conférences, dans les livres de développement personnel. Tu dois t'aimer toi-même avant d'être capable d'aimer les autres. Et cette phrase, bien qu'elle contienne une vérité importante, est souvent mal comprise. Elle est souvent interprétée comme tu dois être parfaitement bien dans ta peau, tu dois avoir résolu tous tes problèmes intérieurs, tu dois être épanoui et heureux avant de pouvoir entrer en relation. Ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que j'observe, ce que je pense c'est quelque chose de plus nuancé, de plus doux. Je pense que pour recevoir de l'amour, il faut avoir une relation suffisamment bienveillante avec soi-même. Pas parfaite, pas idéale, suffisamment bienveillante. Et cette relation bienveillante avec soi-même, c'est ce que les psychologues appellent l'autocompassion. C'est la capacité à se traiter soi-même avec la même gentillesse que l'on traiterait un ami cher. C'est la capacité à reconnaître ses erreurs sans se condamner. C'est la capacité à voir ses faiblesses sans en avoir honte. Laisse-moi te poser une question. Si un ami proche venait te voir en te disant « J'ai fait une erreur terrible, je suis nul, je ne mérite pas d'être aimé », qu'est-ce que tu lui dirais? Tu lui dirais probablement « Tu n'es pas nul. Tu as fait une erreur comme tout le monde, ça ne définit pas qui tu es, tu mérites d'être aimé malgré tes erreurs. » Maintenant, est-ce que tu te parles à toi-même avec cette même douceur? Ou est-ce que ta voix intérieure est beaucoup plus dure, beaucoup plus critique, beaucoup moins indulgente que la voix que tu utilises avec tes amis? Pour la plupart des gens, la réponse est claire. On est beaucoup plus sévère avec soi-même qu'avec les autres. Et cette sévérité, cette autocritique constante, elle a un coût énorme. Elle nous épuise, elle nous empêche de nous reposer. Elle crée un bruit de fond constant dans notre esprit qui nous dit que nous ne sommes pas assez bons, pas assez intéressants, pas assez aimables. Et ce bruit de fond, il interfère directement avec notre capacité à recevoir de l'amour parce que quand quelqu'un nous dit quelque chose de positif, notre voix intérieure critique est là pour le contredire immédiatement. Quand quelqu'un nous aime, cette voix dit « il ne te connaît pas vraiment ». Quand quelqu'un nous admire, cette voix dit « tu ne mérites pas cette admiration ». Alors la question devient comment développer cette relation plus bienveillante avec soi-même? Comment faire taire ou du moins adoucir cette voix critique intérieure? Je vais te partager quelques pistes que j'ai observées être efficaces, pas seulement dans la théorie, mais dans la pratique quotidienne. La première piste, c'est ce que j'appelle la pratique de la reconnaissance. Chaque soir, avant de dormir, prends quelques minutes pour reconnaître ce que tu as bien fait dans la journée. Pas les grandes réussites, pas les performances extraordinaires, les petites choses. Tu as été patient avec quelqu'un qui t'agaçait. Tu as pris soin de toi en mangeant correctement. Tu as dit quelque chose de gentil à quelqu'un. Tu as fait face à une situation difficile avec courage.
Ce n'est pas de la complaisance, ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement un rééquilibrage parce que notre cerveau, par nature, a tendance à retenir les erreurs et à oublier les réussites. La pratique de la reconnaissance consiste à corriger ce biais. La deuxième piste, c'est ce que j'appelle l'écoute bienveillante de soi. Quand tu remarques que ta voix intérieure est particulièrement dure, particulièrement critique, essaie de te demander, est-ce que je parlerai ainsi à quelqu'un que j'aime ? Et si la réponse est non, alors parle-toi différemment, pas en te forçant à croire des choses fausses, mais en adoptant un ton plus doux, plus compréhensif. La troisième piste, et c'est peut-être la plus importante, c'est d'apprendre à distinguer ce que tu fais de ce que tu es. Tu peux avoir fait quelque chose de mauvais sans être une mauvaise personne. Tu peux avoir échoué sans être un échec, tu peux avoir des défauts sans être défectueux. Cette distinction, aussi simple qu'elle paraisse, change tout. Si ce contenu résonne avec ce que tu vises, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut créer une communauté de personnes qui cherchent à grandir et à vivre mieux. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle les schémas relationnels, ces patterns inconscients qui se répètent dans nos relations, souvent malgré nous, souvent contre notre gré. Tu as peut-être remarqué que tu as tendance à tomber amoureux des mêmes types de personnes, ou que tes amitiés suivent souvent le même scénario, ou que les conflits dans tes relations ressemblent toujours à quelque chose que tu as déjà vécu. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas de la malchance, ce sont des schémas. Des programmes installés très tôt, souvent dans l'enfance, qui guident inconsciemment nos choix relationnels. La psychologie de l'attachement, développée par John Bowlby et Mary Ainsworth et enrichie par des dizaines de chercheurs depuis, nous montre que la façon dont nous nous attachons aux autres à l'âge adulte est profondément influencée par nos premières expériences d'attachement avec nos figures parentales. Il y a différents styles d'attachement. Il y a l'attachement sécure qui se développe quand les figures d'attachement ont été suffisamment disponibles, suffisamment prévisibles, suffisamment aimantes. Les personnes avec un attachement sécure ont généralement plus de facilité à faire confiance, à se sentir dignes d'amour, à maintenir des relations stables. Et puis il y a les attachements insécures qui se développent quand les figures d'attachement ont été inconsistantes, absentes ou envahissantes. Ces attachements insécures prennent différentes formes. Il y a l'attachement anxieux. Les personnes avec ce style d'attachement ont tendance à être très préoccupées par leurs relations. Elles ont peur d'être abandonnées. Elles ont besoin de beaucoup de réassurance. Elles peuvent parfois sembler trop collantes ou trop dépendantes, ce qui paradoxalement repousse les personnes qu'elles aiment. Il y a l'attachement évitant. Les personnes avec ce style d'attachement ont tendance à se protéger de l'intimité. Elles valorisent l'indépendance au point d'avoir du mal à laisser entrer les autres vraiment. Elles peuvent sembler froides ou distantes, et pas parce qu'elles n'y ressentent rien, mais parce qu'elles ont appris très tôt que s'approcher trop près était dangereux. Et il y a l'attachement désorganisé, qui est souvent le résultat d'expériences plus traumatiques, où la figure d'attachement était à la fois une source de sécurité et une source de peur. Ces personnes ont souvent des relations très intenses et très chaotiques parce qu'elles veulent profondément la connexion, mais en ont profondément peur en même temps. Je te partage tout cela non pas pour te faire coller une étiquette, non pas pour que tu te dises « Ah, je suis anxieux » ou « Je suis évitant et c'est pour ça que mes relations ne fonctionnent pas ». Je te le partage parce que comprendre son style d'attachement, c'est une porte d'entrée extraordinaire vers la compréhension de soi. Et la bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle extraordinaire, c'est que le style d'attachement n'est pas figé, il peut évoluer, il peut se transformer. Avec de la conscience, avec du travail, avec des relations suffisamment bienveillantes, on peut développer un attachement plus sécure, même si on a commencé avec un attachement insécure. J'en ai été témoin des centaines de fois. Des personnes qui avaient passé des décennies à répéter les mêmes schémas douloureux, qui ont réussi progressivement à développer une façon d'être en relation plus sereine, plus ouverte et plus nourrissante. Comment ? Pas magiquement, pas du jour au lendemain, mais par un processus de prise de conscience, d'exploration de ces blessures et de pratique quotidienne de nouvelles façons d'être. Parlons maintenant de quelque chose de très concret, quelque chose que tu peux commencer à faire dès aujourd'hui. Je veux te parler de ce que j'appelle l'art de recevoir. Parce que recevoir de l'amour, recevoir de la bienveillance, recevoir des compliments, c'est un art. Et comme tout art, ça s'apprend et ça se pratique. La prochaine fois que quelqu'un te fait un compliment, essaie quelque chose de différent.
Au lieu de minimiser, au lieu de détourner, au lieu de dire « ah non, c'est rien » ou « tu es trop gentil », essaie simplement de dire merci. Un merci simple, sincère, accompagné d'un moment de présence. Laisse le compliment entrer, laisse-le te toucher, même si c'est inconfortable, même si tu as envie de le repousser. Ce moment d'inconfort, c'est le signe que tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Et chaque fois que tu traverses cet inconfort, tu agrandis un peu ta capacité à recevoir. La prochaine fois que quelqu'un te propose des l'aide, essaye d'accepter. Même si tu pourrais te débrouiller seul, même si tu n'aimes pas dépendre des autres, accepter l'aide, c'est permettre à l'autre de te donner quelque chose, c'est nourrir la relation. C'est dire à l'autre, tu comptes pour moi et je te fais confiance. La prochaine fois que tu es dans le moment de connexion avec quelqu'un que tu aimes, essaie d'être pleinement présent. Pas en train de penser à ce que tu vas dire ensuite. Pas en train de te demander si tu te comportes correctement, juste présent dans ce moment, laissant cet amour t'atteindre vraiment. Ces petits exercices peuvent sembler simples, mais ils sont profondément transformateurs parce qu'ils changent progressivement ta relation à l'amour des autres. Ils t'apprennent à recevoir ce qui t'est offert. Si tu trouves de la valeur dans ce que je partage avec toi aujourd'hui, je t'invite à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains contenus. Cela m'aide vraiment à continuer ce travail. Maintenant, j'aimerais aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose dont on parle peu, mais qui est à mon sens fondamental. Je veux parler de la différence entre le besoin d'amour et l'amour lui-même. Nous avons tous besoin d'amour, c'est une réalité biologique et psychologique fondamentale. Le besoin d'appartenance, le besoin de connexion, le besoin d'être vu et reconnu, ce sont des besoins aussi réels que le besoin de manger ou de dormir. Il n'y a aucune honte à avoir ces besoins. Ils font partie de notre humanité, mais il y a une différence importante entre avoir besoin d'amour et être dans le manque d'amour, être chercher de la connexion et être désespéré de connexion. Quand le besoin d'amour devient trop urgent, trop pressant, il se transforme en quelque chose qui fait paradoxalement fuir l'amour. Parce que les gens sentent ce désespoir, ils sentent cette faim. Et même s'ils veulent aider, même s'ils veulent donner, ils se sentent souvent dépassés par l'intensité du besoin. J'ai vu cela de nombreuses fois. Une personne qui cherche désespérément l'amour, qui fait tout pour être aimée, qui s'accroche, qui insiste et qui a besoin de réassurance constante. Et paradoxalement, plus elle cherche, plus les gens s'éloignent. Pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que personne ne peut combler un vide intérieur infini. Et c'est là que se trouve le cœur de ce que je voulais te partager aujourd'hui. Le vide intérieur ne peut pas être comblé de l'extérieur. L'amour des autres peut le nourrir, peut l'enrichir, peut l'illuminer, mais il ne peut pas le remplir entièrement, parce que ce vide, il a une origine intérieure. Et il a besoin d'une réponse intérieure. Cette réponse intérieure, c'est l'autocompassion dont je parlais tout à l'heure. C'est la capacité à se donner à soi-même une partie de ce que l'on cherche chez les autres. Pas tout, on a toujours besoin des autres, mais une partie. Pense à cela comme un réservoir. Si ton réservoir intérieur est complètement vide, tu vas puiser dans les relations de façon désespérée, souvent trop intense, souvent épuisante pour toi et pour les autres. Mais si tu apprends à alimenter ce réservoir toi-même à travers la bienveillance envers toi-même, à travers les activités qui te nourrissent, à travers la méditation, à travers la créativité, à travers tout ce qui te connecte à toi-même, alors tu entres dans les relations d'une façon différente. Plus légère, plus skipple, plus capable de donner et de recevoir vraiment. Je veux te raconter une petite histoire. Une histoire qui m'a été racontée par un maître zen et qui m'a profondément marqué. Un jeune homme venait voir un sage tous les jours pour lui demander de l'enseignement. Il était assoiffé de sagesse, désespéré de comprendre. Un jour, le sage lui proposa une tasse de thé. Il commença à verser le thé dans la tasse du jeune homme. La tasse se remplit, mais le sage continua à verser. Le thé déborda sur la table, puis sur le sol. Le jeune homme dit « Maître, la tasse est pleine, elle ne peut plus rien recevoir. » Et le sage répondit « Exactement, comme toi. » Si tu viens ici avec une tasse déjà pleine de tes peurs, de tes attentes, de tes certitudes, comment pourrais-je t'enseigner quoi que ce soit ? Cette image me revient souvent quand je pense à la façon dont nous recevons l'amour. Parfois, notre tasse est tellement pleine de peurs, de blessures, d'attentes, de schémas anciens, qu'il n'y a plus de place pour l'amour qui nous est offert. Il faut d'abord vider un peu la tasse, faire de la place. Et ça, c'est le travail intérieur. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle la peur de l'amour. Parce que oui, il est possible d'avoir peur de l'amour, et cette peur est beaucoup plus répandue qu'on ne le pense. On parle souvent de la peur de l'abandon, de la peur du rejet, de la peur de la solitude, mais on parle moins de la peur de l'amour lui-même, de la peur d'être vraiment aimé. Pourquoi aurait-on peur d'être aimé ? Ça peut sembler paradoxal.
Mais réfléchis-y un instant. Être vraiment aimé, être vraiment vu, être vraiment connu. C'est aussi être vulnérable. C'est donner à quelqu'un le pouvoir de te blesser vraiment. Parce que si quelqu'un te connaît vraiment et qu'il te quitte, ça fait beaucoup plus mal que si quelqu'un quitte une version de toi qu'il n'a jamais vraiment connue. Alors certaines personnes inconsciemment maintiennent une distance de sécurité dans leur relation. Elles s'approchent mais pas trop. Elles s'ouvrent mais jusqu'à un certain point. Elles aiment mais avec des réserves. Parce que la vraie intimité, la vraie connexion, ça fait peur. J'ai travaillé avec un homme que j'appellerais Marc. Marc était un homme brillant, charismatique, entouré d'amis. Il avait eu plusieurs relations amoureuses, mais aucune n'avait duré. Et quand on analysait ces relations, on voyait toujours le même pattern. Au début, tout allait bien. Mais dès que la relation devenait vraiment intime, dès que l'autre commençait à vraiment le connaître, Marc trouvait des raisons de partir, ou il se comportait d'une façon qui poussait l'autre à partir. Marc ne faisait pas cela consciemment. Il souffrait vraiment de la fin de ses relations, mais quelque chose en lui sabotait systématiquement l'intimité réelle. En explorant son histoire, nous avons découvert que Marc avait perdu sa mère très jeune. Et cette perte avait laissé en lui une conviction profonde, inconsciente. Si je m'attache vraiment à quelqu'un, je risque de le perdre et cette perte sera insupportable. Alors autant ne pas s'attacher vraiment. Cette logique, aussi douloureuse soit-elle, avait une cohérence interne. C'était une façon de se protéger. Mais elle lui coûtait exactement ce qu'il désirait le plus, l'amour et la connexion. Le travail avec Marc a consisté progressivement à apprivoiser cette peur, pas à la faire disparaître magiquement, mais à lui donner un nom, à la comprendre, à lui dire « je te vois, je comprends d'où tu viens ». Mais tu n'as plus besoin de gouverner ma vie, et progressivement, Marc a commencé à s'autoriser plus d'intimité, à rester dans une relation même quand elle devenait vraiment proche, à tolérer la vulnérabilité que cela impliquait. Ce que je veux te dire avec cette histoire, c'est que si tu as du mal à laisser entrer l'amour, si tu sabotes tes relations au moment où elles deviennent vraiment profondes, ce n'est pas parce que tu ne mérites pas d'être aimé. C'est parce qu'une partie de toi essaye de te protéger d'une douleur ancienne. Et cette partie mérite d'être entendue, pas combattue. Si ce contenu t'accompagne dans ta réflexion, pense à t'abonner et à partager. C'est une façon simple de soutenir ce travail et d'aider d'autres personnes à trouver ces ressources. J'aimerais maintenant parler de quelque chose de très pratique, de très concret. Je veux parler de la communication dans les relations, parce que l'un des obstacles les plus fréquents à l'amour véritable, c'est la difficulté à communiquer ce que l'on ressent vraiment. Combien de fois avons-nous gardé pour nous quelque chose d'important? Combien de fois avons-nous dit que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas? Combien de fois avons-nous préféré le silence à la vulnérabilité d'une vraie conversation? Il y a plusieurs raisons à cela. La peur du conflit, la peur de blesser l'autre, la peur d'être mal compris, la peur de sembler faible ou trop émotif, mais aussi, très souvent, une incapacité à identifier clairement ce que l'on ressent. Parce que si on n'a pas appris à nommer ses émotions dans l'enfance, si on a grandi dans un environnement où les émotions étaient minimisées ou ignorées, on peut avoir du mal à y accéder en tant qu'adulte. Les psychologues appellent cela l'alexithymie, la difficulté à identifier et à exprimer ses émotions. Et c'est beaucoup plus répandu qu'on ne le pense. Beaucoup de personnes savent qu'elles ne vont pas bien, mais ne savent pas exactement ce qu'elles ressentent. Est-ce de la tristesse, de la colère, de la peur, de la honte, de la déception? Apprendre à identifier ses émotions, c'est une compétence fondamentale. Et comme toute compétence, ça s'apprend et ça se développe. Une pratique simple que je recommande souvent, quand tu remarques une émotion, même vague, même difficile à nommer, prends un moment pour l'observer. Où la sens-tu dans ton corps? Est-ce une tension dans la poitrine? Un nœud dans l'estomac? Une lourdeur dans les épaules? Le corps est souvent plus honnête que le mental. Il ressent avant que le mental ne comprenne. Et puis essaye de lui donner un nom. Pas nécessairement le bon nom du premier coup, juste un nom, quelque chose qui s'approche de ce que tu ressens et observer ce qui s'est passé quand tu nommes l'émotion. Souvent le simple fait de la nommer la rend moins intense, moins envahissante parce qu'elle a été reconnue. Cette pratique appliquée régulièrement développe progressivement ce que les psychologues appellent l'intelligence émotionnelle. Et cette intelligence émotionnelle est l'une des clés les plus importantes pour des relations épanouissantes. Parce que quand tu sais ce que tu ressens, tu peux le communiquer. Et quand tu peux le communiquer, les autres peuvent vraiment te connaître. Et quand les autres te connaissent vraiment, leur amour pour toi est réel. Et tu peux le recevoir.
Voilà le cercle vertueux que je voulais te décrire. La connaissance de soi nourrit la communication authentique. La communication authentique nourrit la connexion réelle. La connexion réelle nourrit l'amour véritable. Et l'amour véritable nourrit la connaissance de soi. Tout est lié. Tout se renforce mutuellement. Parlons maintenant de quelque chose que j'appelle le pardon de soi. Parce que l'une des choses qui nous empêche le plus de nous sentir dignes d'amour, c'est la culpabilité et la honte que nous portons. La culpabilité, c'est ce sentiment que j'ai fait quelque chose de mauvais. La honte, c'est ce sentiment que je suis quelque chose de mauvais. Et si la culpabilité peut parfois être utile parce qu'elle nous signale que nous avons agi contre nos valeurs et nous pousse à réparer, la honte, elle, est presque toujours destructrice. La honte nous dit « tu n'es pas assez bien, tu es fondamentalement défectueux, si les gens savaient vraiment qui tu es, ils ne t'aimeraient pas » et cette honte, nous la portons souvent depuis très longtemps. Parfois depuis l'enfance, elle s'est installée si profondément qu'elle nous semble faire partie de nous, comme si c'était une vérité objective sur notre valeur, mais ce n'est pas une vérité, c'est une blessure. Et les blessures peuvent guérir. Le pardon de soi, ce n'est pas dire que ce qu'on a fait était bien, ce n'est pas minimiser ses erreurs, c'est reconnaître qu'on a fait de son mieux avec ce qu'on avait à ce moment-là. Avec la conscience qu'on avait, avec les ressources qu'on avait, avec les blessures qu'on portait, nous faisons tous des erreurs, nous blessions parfois les personnes que nous aimons. Nous prenons parfois de mauvaises décisions, nous agissons parfois de façon dont nous ne sommes pas fiers. C'est une réalité humaine universelle. La question n'est pas « est-ce que j'ai fait des erreurs ?» La réponse est oui, bien sûr. La question est « est-ce que je vais me laisser définir par ces erreurs? Est-ce que je vais porter cette honte indéfiniment ? Ou est-ce que je vais choisir de me regarder avec plus de compassion, d'apprendre de ces erreurs et de continuer à avancer ?» Le pardon de soi, c'est un acte de libération. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois et qui est réglé pour toujours. C'est une pratique continue, un choix qu'on renouvelle régulièrement de se traiter avec bienveillance, même face à ses propres imperfections. Et quand on commence à se pardonner vraiment, quelque chose de remarquable se produit dans les relations. On devient moins sur la défensive. On a moins besoin de se justifier, de se protéger, de prouver. On peut être plus ouvert, plus présent, plus authentique parce qu'on n'a plus autant à cacher. Je veux aussi parler, avant de conclure, d'un aspect souvent négligé de l'amour. Je veux parler de la présence. Dans notre monde hyperconnecté, dans notre monde de notifications constantes, de sollicitations permanentes, nous sommes physiquement présents mais souvent mentalement absents. Nous sommes avec les personnes que nous aimons, mais notre esprit est ailleurs, sur notre téléphone, dans nos préoccupations, dans nos ruminations, et l'amour a besoin de présence pour exister vraiment. Pas d'une présence parfaite, pas d'une présence constante, mais d'une présence réelle, de temps en temps, de moments où tu es vraiment là, vraiment disponible, vraiment à l'écoute. La pleine conscience, la méditation, ces pratiques que j'enseigne depuis de nombreuses années ne sont pas seulement des outils pour gérer le stress, ce sont des outils pour apprendre à être présent. Pour apprendre à habiter le moment présent plutôt que d'être constamment dans le passé ou dans le futur. Et quand tu es vraiment présent avec quelqu'un que tu aimes, quelque chose de magnifique se produit. La connexion s'approfondit, la communication devient plus riche, les moments partagés deviennent plus nourrissants parce que vous êtes vraiment ensemble, pas seulement physiquement, mais mentalement et émotionnellement. La présence est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses offrir à quelqu'un. Et c'est aussi le plus beau cadeau que tu puisses te faire à toi-même parce que c'est dans la présence que tu peux vraiment recevoir l'amour qui t'est offert. Si ce contenu t'a accompagné jusqu'ici, je t'invite à laisser un like, à t'abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Votre soutien m'aide à continuer ce travail. Approchons-nous maintenant de la fin de cette conversation. Et avant de conclure, je veux revenir à cette phrase qui était au cœur de tout ce que nous avons exploré aujourd'hui. Personne ne t'aimera vraiment tant que tu n'auras pas compris cela. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Tu dois comprendre que tu es digne d'amour, pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout réussi, pas parce que tu n'as jamais fait d'erreur, mais parce que tu es humain, parce que tu existes, parce que ton humanité, avec toutes ses imperfections, toutes ses contradictions, toutes ses blessures, est précieuse. Tu dois comprendre que l'amour que tu cherches à l'extérieur ne peut être vraiment reçu que si tu as une relation suffisamment bienveillante avec toi-même. Que le travail intérieur n'est pas un préalable à la relation, mais son compagnon indispensable. Tu dois comprendre que les masques que tu portais, les rôles que tu jouais, les performances que tu mets en scène pour être aimé, ils t'éloignent de l'amour véritable. Parce que l'amour véritable a besoin de vérité pour exister, tu dois comprendre que tes blessures d'attachement, tes schémas relationnels, tes peurs de l'intimité ne sont pas des condamnations, ce sont des informations.
des invitations à te connaître plus profondément et à guérir progressivement, tu dois comprendre que recevoir de l'amour est un acte de courage. Que laisser quelqu'un te voir vraiment, te connaître vraiment, c'est l'un des actes les plus courageux qu'un être humain puisse faire. Et tu dois comprendre que ce chemin vers plus d'authenticité, plus d'autocompassion, plus d'ouverture à l'amour, c'est un chemin de toute une vie. Il n'y a pas d'arrivée définitive. Il n'y a pas de moment où l'on peut dire « voilà, j'ai compris, c'est fini ». Il y a seulement le chemin avec ses avancées et ses reculs, ses moments de lumière et ses moments d'ombre. Et ce chemin, tu n'as pas à le parcourir seul. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. Voilà ce que j'ai appris de des années de pratique clinique, de méditation, d'écriture et aussi de ma propre vie avec ses joies et ses difficultés. L'amour est possible pour toi. Il est probable pour toi. Mais il commence par toi. Pas dans un sens égoïste ou narcissique, dans un sens profondément humain et profondément généreux. Parce que quand tu t'aimes suffisamment, quand tu te traites avec suffisamment de bienveillance, quand tu t'autorises à être vraiment toi-même, tu deviens capable d'aimer les autres de façon plus profonde, plus authentique, plus libre. Et les autres, en retour, peuvent t'aimer de façon plus profonde, plus authentique, plus libre. C'est le cercle vertueux de l'amour véritable. Et il commence toujours par le même endroit, par toi, par la relation que tu as avec toi-même, par la façon dont tu te regardes dans le miroir de ta propre conscience. Alors je t'invite aujourd'hui, maintenant, à faire un petit geste en direction de toi-même, peut-être simplement te dire intérieurement, je mérite d'être aimé, pas parce que je suis parfait, mais parce que je suis humain, parce que j'essaye, parce que je cherche, parce que je suis là. Ce petit geste aussi modeste qu'il semble peut être le début de quelque chose de grand. Je veux terminer avec une image qui me revient souvent. Imagine un jardin qui a été longtemps négligé. Les mauvaises herbes ont poussé. Certaines fleurs se sont fanées, le sol est dur et sec. Mais sous la surface, les racines sont toujours là, la capacité à fleurir est toujours là. Il suffit d'un peu d'attention, d'un peu d'eau, d'un peu de soin, et progressivement, le jardin revit, les fleurs réapparaissent. Le sol se ramollit, la vie reprend ses droits, ton cœur est comme ce jardin, quelle que soit la durée de la négligence, quelle que soit la profondeur des blessures, la capacité à aimer et à être aimé est toujours là. Elle attend seulement un peu d'attention, un peu de bienveillance, un peu de courage. Et ce courage, je sais que tu l'as, c'est parce que tu es là, parce que tu as écouté jusqu'au bout, parce que tu cherches. Et chercher, c'est déjà une forme de courage extraordinaire. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Ce temps que tu as pris pour toi, pour cette réflexion, pour cette exploration intérieure, il est précieux. Ne le minimise pas. C'est un acte d'amour envers toi-même. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose dans ces mots a résonné avec ce que tu vis, je t'invite à t'abonner et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être quelqu'un qui se sent seul, peut-être quelqu'un qui a du mal à se sentir digne d'amour, peut-être quelqu'un qui cherche comme toi à comprendre et à grandir. Ensemble, on peut créer un espace où ces conversations importantes ont leur place, où la psychologie et la bienveillance se rejoignent pour aider les gens à vivre mieux, à aimer mieux, à être mieux. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi et souviens-toi, tu mérites d'être aimé exactement comme tu es maintenant dans toute ton imparfaite et magnifique humanité.